Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous partager le replay d'une masterclass que j'ai donnée semaine dernière à l'attention des coachs, des consultants et des pros de l'accompagnement avec l'objectif de partager comment est-ce qu'on construit un business aligné qui nous permet de vivre sereinement en tant que coach, en tant qu'accompagnant, en tant que thérapeute. Vous verrez que durant cette masterclass, je développe trois piliers qui sont essentiels pour moi pour vivre sereinement de votre activité. Durant 1h30, j'apporte beaucoup de valeur. Je parle aussi des erreurs courantes et des erreurs classiques que je vois qui fait qu'on galère dans la création de son activité et qu'on a du mal à trouver des clients. Je vous souhaite un bon visionnage, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très bientôt. J'en profite aussi pour vous annoncer que j'ouvre des nouvelles places pour rejoindre le programme Business Aligné. Si vous êtes coach, si vous êtes consultant et vous galérez à trouver des clients, vous avez du mal à vous positionner, vous avez un rapport à la vente qui est difficile, je vous invite vraiment à retrouver tous les détails du programme que je mettrai en lien de cet épisode. Vraiment ce programme qui dure 6 mois, dans lequel on va travailler à la fois sur vos fondations business, à la fois sur votre état d'esprit et à la fois sur des compétences de vente et des compétences marketing, va vous aider à passer un cap dans votre activité et vous aider à vivre sereinement de votre métier de coach et d'accompagnant. Si ça vous intéresse, toutes les infos sont en description. Je vous souhaite un très bon visionnage. En tout cas, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette masterclass. C'est toujours un moment que j'apprécie de prendre un pas de recul pour venir partager en fait ce que mes apprentissages du moment, mes apprentissages des dernières années. Et j'ai pris beaucoup de temps et beaucoup de plaisir à travailler cette masterclass et je me suis demandé comment est-ce que je pouvais vous partager en fait tout ce que j'avais appris depuis 10 ans que je fais du marketing, depuis 7 ans que je développe des entreprises, différents types d'entreprises, parce que je sais que le sujet qu'on va voir aujourd'hui est un sujet qui est ultra important. Si vous êtes là, vous êtes sans doute accompagnant, vous êtes coach, et je sais que c'est un sujet qu'on a besoin vraiment en tant qu'accompagnant d'explorer. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager trois clés pour créer une activité de coach rentable et alignée avec le entre parenthèses qui est très important pour moi, sans renier qui vous êtes. Et on verra pourquoi la parenthèse a son importance plus tard dans la présentation. L'idée, c'est que si vous êtes ici, sans doute que vous me connaissez déjà un petit peu. Si c'est pas le cas, je me représenterai plus tard, mais j'ai une vision où j'ai envie de vous partager une façon de créer votre activité de coaching qui soit alignée avec vous-même, qui se base sur des stratégies qui sont simples, qui ne sont pas complexes, sur un marketing qui n'est pas agressif, qui est humain et qui se base sur des principes universels. Qu'est-ce que j'entends par des principes universels? C'est cette idée que si l'algorithme Instagram, LinkedIn change, s'il y a un nouveau réseau social qui explose, etc., en fait, ces principes, ils vont toujours fonctionner. C'est des principes relationnels, des principes de business. Et malheureusement, aujourd'hui, on est souvent à la recherche de la dernière technique à la mode pour trouver des clients. La dernière méthode miracle qui va me permettre de trouver 10 clients sous 2 mois. Euh, Vous êtes sans doute comme moi bombardé de toutes ces pubs, tous ces messages, etc. marketing, où on vous fait croire qu'en fait, il y a quelque chose de nouveau et si vous faites pas ça, en fait, tout le reste, abandonné, ça marche pas. La réalité, c'est que c'est une forme de marketing agressif qui vous fait croire que, en fait, la solution est par là, et par là. Et on en parlera plus tard, mais toutes les stratégies marketing en réalité marchent, mais il y a des principes essentiels que vous avez besoin d'intégrer et qui marcheront toujours. Et pour moi, c'est vraiment ce message-là que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Et on verra aussi l'objectif de cette masterclass, c'est que vous puissiez faire une première auto-évaluation personnelle de comment est-ce que vous êtes aujourd'hui par rapport avec votre activité de coaching et son développement business. Est-ce que ça vous parle comme programme?
Ok, super. Merci pour les petits pouces. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, comme je vous disais, bah, vous êtes sans doute coach, vous êtes sans doute thérapeute. Et en fait, excusez-moi juste si vous pouvez enlever les micros juste pour pas déranger pendant la masterclass. Merci beaucoup. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est sans doute que vous avez du mal à trouver des clients, que vous avez peut-être des revenus qui sont en dents de scie. Ce que je vois souvent, c'est qu'aussi vous avez peut-être des blocages avec la vente. C'est pas quelque chose qui vous inspire profondément et vous vous sentez bloqué, vous n'avez pas de plaisir à vendre. Si vous êtes là aussi, vous avez envie de créer un succès durable, vous n'êtes pas là juste parce que le coaching, c'est à la mode et vous voulez faire un coup et gagner plein d'argent comme on achète des crypto-monnaies ou des NFT, c'est quelque chose qui vous anime profondément. Et vous avez peut-être aussi du mal à vous positionner sur le marché et vous rendre unique. Donc si ça vous parle, vous êtes au bon endroit. En revanche, je préfère le dire, mais je pense que si vous êtes là, vous venez en connaissance de cause. Si vous cherchez des solutions magiques, miracles, stratégies agressives, les trois façons pour closer de façon la plus efficiente possible, etc. Toutes ces techniques un peu, c'est pas ma came du tout. C'est pas mon message et pour moi, c'est pas viable à long terme. Donc, si vous cherchez des stratégies comme ça, je suis pas la bonne personne, mais je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous raisonnez aussi avec ce que je partage. Euh, Petite question, est-ce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas? Juste vous pouvez mettre un message dans le chat pour voir si je fais un petit récap. J'ai pas envie de passer trop de temps sur mon parcours, mais s'il y en a qui me connaissent pas trop, je vais faire un petit topo juste pour expliquer d'où je viens. Ok, moi je vais faire un petit topo rapide. Alors, ça fait comment j'en suis arrivé à devenir coach et accompagner d'autres coachs, des consultants et des thérapeutes à développer leur activité. Euh, Initialement, je viens du marketing. J'ai fait une dizaine d'années dans le marketing. J'ai bossé pour des grands comptes, la Fnac, Nature et Découverte, Zalando. Et mon métier, c'était de promouvoir ces marques pour trouver des clients, notamment à travers les réseaux sociaux, à travers la publicité, les sites internet, etc. Derrière, j'en suis arrivé à lancer ma propre entreprise parce que j'avais envie de liberté, j'avais envie de vivre la vie de mes rêves, j'avais envie d'avoir une maîtrise de mon temps, j'avais envie de pouvoir avoir de l'impact et j'avais un gros problème avec l'autorité. Donc j'avais besoin en fait d'avoir ma propre entreprise, d'avoir mon propre impact, etc. Et j'ai créé une startup qui s'appelle Doors, qu'on a développée pendant 4 ans, qui était une application de lecture. Et l'intention, c'était de redonner du temps de lecture aux personnes qui ne prenaient plus le temps de lire. On a créé tout un nouveau format, c'était une forme de Netflix de la lecture. Et pendant 4 ans, j'ai développé cette activité en tant que fondateur. On a monté l'application à presque 170 000 personnes. C'était un beau succès et c'est là où j'ai vraiment appris l'entrepreneuriat, je dirais un peu à la dure. Parce qu'on était sur un modèle startup. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'était les modèles startup, l'hypercroissance, faire toujours plus de chiffres, lever des fonds. Et moi, j'en suis arrivé à un stade de ma vie où ce modèle-là, s'il vous plaît, juste, vous pouvez mettre en mute vos micros, s'il vous plaît. Sébastien. Merci beaucoup. Et j'en suis arrivé à un stade où j'ai fait un burn-out et je me suis posé pas mal de questions suite à ce burn-out-là. Pourquoi j'en étais arrivé là alors que de base, cette entreprise, elle m'animait profondément. Pourquoi est-ce que j'avais plus d'énergie pour me lever le matin? Pourquoi je me sentais désaligné du modèle que j'étais en train de créer d'entreprise? Et ce qui m'a amené, moi, à faire une introspection pendant plusieurs années et découvrir les outils d'accompagnement, notamment la respiration. Je me suis formé à la respiration, à l'exposition au bain froid, euh, différentes pratiques en fait psychocorporelles, ce qui m'a amené, moi, à retrouver de l'énergie et me ressentir bien dans mon corps, réaligné. Et en fait, suite à cette expérience un peu douloureuse, j'ai eu envie de partager la respiration, ses bienfaits, comment est-ce qu'on peut retrouver de l'énergie et de l'alignement intérieur grâce à un outil comme la respiration. Et j'ai accompagné
des dizaines d'entrepreneurs, des cadres supérieurs, des thérapeutes à intégrer cet outil en tant qu'humain, mais aussi en tant qu'accompagnant. Sauf que j'en suis arrivé à un stade l'année dernière où je me sentais un petit peu enfermé avec cet outil. Donc en fait, pendant un moment, je ne parlais que respiration, que respiration. Je faisais des coachings respiration, des retraites respiration, des formations sur la respiration. Et c'est un outil formidable qui est un des piliers de ma méthode d'accompagnement qui m'aide vraiment à trouver un équilibre et aligner les personnes avec qui je travaille. Mais je me sentais enfermé dans ce positionnement que j'avais pris. Il me manquait quelque chose, en fait, dans ce que je faisais au quotidien. Et l'année dernière, en fait, comment dire, j'ai réintégré, en fait, toute la dimension business qui est une partie essentielle de ma vie. Toute cette partie entrepreneuriale, c'est quelque chose qui m'anime profondément. Et je me suis rendu compte que j'avais quelque chose de plus grand que moi à redonner au monde et que ça me dépassait. Et aujourd'hui, en fait, j'ai fait du lien entre cette casquette respiration, équilibre et cette casquette business que j'ai. Et ce qui a donné aujourd'hui les accompagnements que je propose pour les coachs, pour les thérapeutes qui ont besoin d'avoir à la fois les compétences business, le faire, mais aussi la capacité à être pleinement dans le moment, le fait d'être aligné, d'avoir un équilibre dans sa vie. Voilà un résumé rapide. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais pour que vous compreniez aussi mon cheminement et pourquoi je suis là à vous parler de business, d'accompagnement, de coaching. C'est vraiment, en fait, ça s'est imposé à moi presque. Alors, tac. Et j'en suis arrivé à trois clés que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Trois clés qui, de mes expériences, de mes 10 ans de marketing, de mes 7 ans d'entrepreneuriat, de mes 100 clients que j'ai pu accompagner en coaching, trois clés qui, pour moi, sont essentielles si vous voulez développer votre activité de coach. Et c'est vraiment les trois piliers que moi, je travaille avec mes clients au quotidien. Les trois piliers, c'est poser des fondations solides. On ira voir ça en détail. Deuxième pilier, développer votre chiffre d'affaires et travailler votre vente. Troisième pilier, construire un succès durable. On va expliquer, je vous expliquerai chaque pilier, mais l'idée c'est que c'est des piliers qui se mutualisent, qui sont interdépendants. Si vous n'avez pas de fondation solide, le développement de chiffre d'affaires va être compliqué. Si vous n'avez pas intégré des principes pour créer un succès durable, vous allez vous cramer au bout de 3, 4 mois, un an peut-être. Moi, c'est ce qui m'est arrivé avec ma période startup. Si vous n'avez pas intégré toutes les compétences pour développer votre chiffre d'affaires, mais que vous avez des fondations solides et en fait, vous n'allez pas pouvoir faire croître votre business et du coup vivre de votre activité. Donc pour moi, en fait, ces trois piliers sont essentiels. Et on a besoin en tant que coach, en tant qu'accompagnant, pour construire un business sereinement et aligné avec qui on est, de travailler ces trois piliers en même temps. Et le but, c'est qu'on va voir ces trois piliers dans les prochaines slides. On va commencer par les fondations, vos fondations en tant que coach, en tant qu'accompagnant, en tant que thérapeute, c'est la base, c'est votre socle. Et c'est le premier travail que moi j'invite toujours à faire. J'aime bien prendre cette métaphore, c'est que si vous avez des fondations qui sont bancales, votre maison, elle va secouer à la moindre secousse et elle va s'effondrer. Et vous allez être toujours dans un manque de clarté. Ce que j'observe souvent, c'est que on a tendance, pour certains, à partir chercher des clients, poster sur les réseaux, partir dans tous les sens, mais on n'a pas pris le temps de se poser pour poser des fondations solides. Et le problème, c'est que vous allez perdre beaucoup d'énergie si vous n'avez pas de fondation. Vous allez aussi partir dans tous les sens parce que votre vision n'est pas claire, vous n'avez pas de vision à 2, 3 ans, vous n'avez pas de vision à 3 mois, et vous allez perdre, vous êtes dans une fuite d'énergie. Alors, ce que moi j'observe souvent dans les pièges dans lesquels on peut tomber, c'est par rapport à ces fondations-là, c'est se laisser influencer par le modèle de réussite des autres. Je m'explique. Penser que
En tant que coach, mon seul modèle de réussite, c'est gagner de l'argent. Pensez que euh, mon modèle de réussite, c'est de tout automatiser. Parce que je suis bourré d'injonctions business autour de ça. Alors qu'en fait, peut-être que pour moi, mon modèle de réussite, c'est avoir du temps pour moi, pour mes proches, et gagner 2 000 euros. Et peut-être pas gagner 150 000 euros et automatiser mon business. Chacun a un modèle différent. Et c'est important de se poser, de savoir qu'est-ce qui nous anime profondément, de quoi on a besoin. Un autre piège que je vois souvent, c'est copier ses concurrents plutôt qu'affirmer son originalité. Typiquement, je le vois souvent dans les positionnements. Ah bah je vais copier un de mes concurrents qui est à peu près sur le même secteur parce que lui ça a l'air de marcher, donc je fais pareil, mais je vais pas oser travailler le positionnement qui moi m'anime profondément. Et du coup, on joue le jeu d'une autre personne, mais on n'est pas pleinement soi-même. Et c'est la pire chose que vous pouvez faire. Une autre erreur que je vois souvent, le piège, c'est d'avoir un positionnement qui est trop flou, trop générique. Je parle à tout le monde parce que j'ai peur en fait de me nicher. Et on en reparlera de ça. Et je pense que quand vous lancez, c'est un piège. Un autre piège aussi qu'on peut avoir, c'est de chercher le positionnement parfait et passer des semaines et des semaines à trouver c'est quoi mon client idéal, c'est quoi mon offre, c'est quoi mon positionnement. Et en fait, on va tellement passer de temps dans la réflexion qu'on va être totalement déconnecté du passage à l'action. Et ça, c'est surtout pas ce que vous voulez. Il y a un autre piège que je peux voir souvent, c'est je vais faire une offre pas très chère parce que je j'ai pas trop confiance dans ma valeur. Et du coup, bah, en fait, mon business model, il tient pas la route. Et on creusera ce point-là. Donc ça, c'est moi les pièges que j'observe souvent en lien avec vos fondations en tant que coach accompagnant. Et le premier point par lequel moi je fais travailler mes clients, c'est définir votre positionnement. C'est ce qui vous fait, ce qui vous rend unique sur le marché. Et il y a une citation que j'aime beaucoup de André Chaperon, qui est un marketeur américain, qui dit que le succès d'un entrepreneur repose sur sa capacité à identifier ce qu'il fait de mieux et à le montrer aux personnes qui en reconnaissent pleinement la valeur. Et pour moi, tout est résumé dans cette phrase. Partir de vous, qu'est-ce que je fais de mieux? Quels sont mes dons? Quelles sont mes compétences? Quelles sont mes expériences passées? Et qui a besoin de mon expertise? Qui a besoin de mon accompagnement? Et si vous arrivez à faire résonner les deux, c'est gagné pour vous. Le piège, c'est qu'on est souvent soit que trop centré sur soi, et du coup, on va peut-être suivre un positionnement très auto-centré, presque un peu égotique, mais personne nous comprend et personne n'a besoin sur ce marché, personne n'a besoin de ça. Soit l'autre piège, c'est qu'on ne se pose pas vraiment la question de en quoi on est bon, qu'est-ce qu'on a envie de faire, et on va mettre toute son attention sur le marché. Ah là, il y a une opportunité là-dessus, il faut absolument que j'y aille tout de suite. Ah là, c'est la tendance. Là, c'est faut aller sur l'IA. Du coup, je vais faire de l'IA. Tac, tac, tac. Et le problème, c'est que si vous êtes trop centré sur le marché, pas assez sur vous, au bout d'un moment, ça va dérailler. Vous allez soit faire une crise de sens, soit un burn-out, parce qu'en fait, vous, ça vous inspire pas. Et le juste équilibre, c'est de trouver un alignement entre ce qui vous inspire, en quoi vous êtes bon, et les besoins du marché. L'ikigai est par exemple un très bon exercice que vous pouvez faire. Et ça peut vous donner des pistes. Un autre exercice que j'aime bien donner à mes clients pour ça, c'est l'idée de faire une rétrospective de toutes vos expériences passées, de toutes les compétences que vous avez développées, de vos dons naturels, de peut-être le réseau que vous avez existant. Et essayer de trouver l'intersection entre tout ça. Et une fois que vous avez défini un premier positionnement qui est unique, vous allez réfléchir à qui est-ce que je vais aider. Donc c'est le fameux client idéal, persona, etc. Et pour moi, un bon client idéal répond à 4 critères. Le premier, c'est que c'est important que votre client idéal
a un problème ou un grand rêve et qu'il en est conscient. Ça peut être j'ai envie de regagner confiance en moi, ça peut être j'ai envie de perdre du poids, ça peut être euh, j'ai envie d'être plus aligné, j'ai envie d'augmenter mon chiffre d'affaires. Il faut que ça soit conscient. Si c'est quelque chose qui est trop abstrait et qui est flou, vous n'allez pas pouvoir vendre quelque chose. C'est important vraiment que vous ayez identifié ça. Le deuxième critère, c'est vous posez la question de si votre client a la capacité de s'offrir vos services. Est-ce qu'il a un budget à allouer pour un accompagnement avec vous? Et souvent, des fois, on ne se pose pas vraiment la question. Et c'est important de se poser la question. Le troisième critère, c'est est-ce que vous vous sentez légitime sur, pour aider ces personnes? C'est particulièrement vrai quand vous démarrez. Moi, ce que j'encourage souvent, c'est de partir de votre expérience passée, de votre réseau, de vos compétences, de votre don. Moi, par exemple, ça a été évident finalement en fait que j'accompagne d'autres coachs, d'autres thérapeutes, d'autres accompagnants parce que au fil de mes formations, à force qu'on me demande, ah bah tiens Boris, toi qui as fait du marketing depuis 10 ans et de l'entrepreneuriat, est-ce que tu pourrais m'aider là-dessus? En fait, je me suis dit, bah je comprends les coachs, les thérapeutes, les consultants parce que moi-même, j'ai une activité de coach. Euh, je comprends leurs enjeux, je suis aligné avec leurs valeurs, mais j'ai vraiment la compétence business que je peux leur amener. Et à force de me demander, je me suis dit, bah, ok, mais en fait, ça paraît logique. Pourquoi j'irais cibler des managers dans des grandes boîtes alors que je ne les connais pas? Je suis très éloigné de ce milieu-là. Donc c'est important aussi de vous dire, quand vous démarrez, essayez de regarder en arrière et de voir qui vous pouvez aider. Et j'aime bien dire aussi que souvent, c'est notre plus beau cadeau de se dire que les épreuves qu'on a pu vivre il y a 1 ou 2 ans, on a sans doute des choses à partager par rapport à ce point-là, les challenges perso qu'on a pu avoir. Et le quatrième critère pour moi qui est essentiel, c'est important que vous vous sentiez inspiré à l'idée de travailler avec ses clients. Si ça vous inspire pas et que vous faites que ça pour l'argent, ça va être dur. Ça ne veut pas dire que des fois, vous allez travailler avec des gens, ça vous inspire moyennement. Évidemment, on a tous des fois des factures à payer, etc. Mais dans l'idéal, votre objectif, c'est de tendre vers des gens avec qui vous avez envie de bosser, ça vous inspire d'être avec ces personnes-là. Il y a une règle que j'aime bien, c'est vous dire est-ce que avec cette personne, je passerai un trajet d'avion, par exemple. Si oui, c'est peut-être une bonne piste. Une question qui revient souvent, c'est est-ce que je, je suis généraliste en tant que coach accompagnant ou est-ce que je suis spécifique? Est-ce que je me niche? Et j'imagine que c'est une question que vous vous posez souvent. Moi, je me suis aussi posé la question souvent. Euh, Mon point de vue là-dessus, c'est que c'est plus simple quand vous démarrez de choisir une direction, de vous spécialiser. J'aime bien prendre la métaphore des fléchettes, de la cible de fléchettes. Si vous choisissez une cible très claire, c'est comme si vous jouez aux fléchettes et que vous avez votre cible en face et que votre but, c'est de viser dans le mille en face. Boum, boum. Ok, cette personne-là, elle est pleinement dans ma cible. Ok, mon message, il est percutant, il y parle pour cette cible. Si vous avez plusieurs cibles très différentes, c'est comme si vous jouez à un jeu de fléchettes avec 5 cibles et qu'une fois vous tapez à gauche, une fois à droite, une fois là, une fois là. Et en fait, ça va être une grosse fuite d'énergie pour vous parce que les messages sont différents, la direction est différente. C'est comme si vous êtes constamment, hop, faites sur 5 fronts en même temps. Si vous êtes sur une cible très concrète qui a des enjeux spécifiques, qui a des challenges spécifiques, tous vos efforts de communication, vos efforts de vente,
vos efforts pour créer une offre, tous vos efforts vont être centrés sur sur un type de public. Et ça ne vous empêche pas d'élargir progressivement, et que ça ne veut pas dire que vous allez faire ça toute votre vie, mais concentrez vos efforts, en tout cas, moi je vous invite à sur une cible. Souvent, on pense qu'on doit, quand on choisit son travail de client idéal, son travail de cible, on pense qu'on doit choisir des critères, ce qu'on appelle sociodémographiques. Ah bah moi j'accompagne les cadres ou j'accompagne les dirigeants qui ont 35, 60 ans, etc. Ça peut aider. Mais ce qui peut vous aider à aller plus loin que ça, c'est d'envisager des critères, ce qu'on appelle psychodémographiques. Des critères psychodémographiques, ça veut dire quoi? Plutôt que simplement cibler des gens qui ont un certain métier, un certain âge, un sexe, vous pouvez aussi cibler des gens qui ont des traits de comportement spécifiques, qui ont des valeurs spécifiques, qui ont, qui ont des, comment dire, des grands rêves spécifiques, qui ont donc travaillé plus le côté émotionnel et le trait de comportementaux. Et pour ça, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin. Ça, c'est vraiment un conseil que je donne. Euh, je voulais parler d'un exemple, Nicolas, que j'ai accompagné en coaching, que j'accompagne toujours, euh, qui était venu me voir, qui avait un positionnement très fouillis, dans le sens où il était formé à l'ostéo quantique, à la respiration, au bain froid, à l'hypnose. Il avait au moins 4, 5 compétences en tant que thérapeute. Mais il n'arrivait pas, il était très généraliste, il n'arrivait pas à se dire, OK, comment est-ce que je me positionne sur le marché? Et en fait, ensemble, on a réfléchi déjà avec qui il avait envie de bosser. On a conclu que c'était plutôt les dirigeants, les managers. Mais surtout, on a réussi dans son positionnement à faire du lien entre tous ces outils. Parce que faut bien que vous compreniez que vos clients n'achètent pas vos outils, ils achètent une transformation, une méthode unique pour les accompagner dans la résolution de leurs problèmes. Et Nicolas, on en est arrivé à créer une méthode qui s'appelle, lui, il a appelé ça la méthode Kintsugi, où chacun de ces outils, l'hypnose, l'ostéo, la respiration, était en fait un des piliers de la méthode. Et on a créé quelque chose d'unique chez lui. Et aujourd'hui, c'est le seul à faire ce qu'il fait. Et aujourd'hui, il communique massivement sur son approche unique, plutôt que communiquer une fois sur l'ostéoquantique, une fois la respiration, une fois sur ci, une fois sur ça. Et c'était presque en fait même les clients qui devaient choisir, ah bah tiens, moi je veux de l'hypnose, ah moi je veux de l'ostéoquantique, ah moi je veux de la respiration, ah moi c'est plutôt ça que je veux. Non, aujourd'hui on a tout regroupé par souci de clarté et on a créé un positionnement unique par rapport à ce qu'il propose. Et je vous invite vraiment à tendre vers ça, en fait, vers quelque chose d'unique qui reflète vos outils, vos compétences. Alors, souvent, on se pose la question de qu'est-ce qu'on crée comme offre? Et il y a souvent deux approches qui reviennent. Et il y en a une que moi, je vous recommande, c'est de travailler une offre qui est plutôt ce qu'on appelle premium dans le jargon. Je vous explique pourquoi. Euh, L'idée d'avoir une offre premium, c'est de construire une offre qui va vous permettre d'avoir un modèle qui permet de bien gagner votre vie, mais aussi un modèle qui permet d'avoir des transformations profondes chez vos clients, mais aussi un modèle qui vous permet d'avoir du temps pour vous. Parce que souvent, c'est le cas par exemple de Nicolas qu'on a vu avant, il a un cabinet près de Annecy. Il me disait, mais en fait, moi, mon cabinet est rempli, je fais des séances à 65 euros, euh, je déclare 2500, 3000 euros par mois. Après l'URSSAF, après les taxes, après le loyer, en fait, je survis alors que mon agenda est full. J'ai pas de temps pour moi, j'ai pas de temps pour prendre des vacances, j'ai pas de temps pour aller en formation. Je survis alors que mon cabinet est plein. Et typiquement, c'est pour ça qu'on a par exemple construit avec Nicolas une offre différente, premium, où l'idée c'était de d'avoir cette idée de qu'on puisse
qui puisse avoir moins de clients, plus de travail en profondeur, une relation plus longue. Et pour ça, on a créé une offre, ce qu'on appelle premium, où il a besoin d'avoir moins de clients, mais plus qualitatifs. Donc typiquement, si on peut faire un peu cet exercice, si vous voulez gagner, imaginons 5 000 € par mois, si vous vendez une séance à 65 euros, c'est-à-dire que dans le mois, vous avez besoin d'avoir 77 rendez-vous. Donc c'est beaucoup. Et si vous vendez par exemple un accompagnement de 3 mois qui comprend peut-être 12 séances et qui comprend des ressources, qui comprend des avantages, des vidéos, etc., si vous vendez cet accompagnement à 1 000 €, bah, chaque mois, vous avez besoin de signer 5 nouveaux clients, par exemple. Et du coup, aussi d'un point de vue marketing, d'un point de vue vente, c'est beaucoup plus simple parce que vous allez pouvoir prendre le temps pour aller chercher les gens, prendre le temps pour créer des relations. Et vous allez avoir beaucoup plus de stabilité dans votre agenda, vous avez beaucoup plus de temps pour vous. Et en bossant sur du long terme, vos clients auront plus de résultats. Parce que ce qu'on observe souvent, c'est que on vient faire une séance, ah bah ça n'a pas marché, eh bah j'arrête, je reviens pas. C'est un peu dans le milieu de l'accompagnement, ce truc de on cherche une solution miracle, mais la réalité, pour avoir des résultats, il faut s'engager dans quelque chose. Et c'est important aussi que vous engagiez vos clients avec des offres qui les accompagnent sur du temps long. Donc ça, c'est vraiment, après avoir fait votre positionnement, après avoir fait votre client idéal, le but, c'est de créer une offre qui engage vos clients. Et moi, je vous encourage à créer une offre qui engage sur du temps long et qui soit à un prix plus élevé. Et que mettez ce qu'il faut pour que les gens aient des résultats. S'il faut qu'il y ait une vidéo entre les séances, mettez-le. S'il faut du coaching, mettez-le. Le but, c'est au plus vous allez avoir de résultats, au plus vous allez avoir du bouche à oreille. Votre objectif, c'est ça à tout prix. On arrive à la fin du premier pilier que je voulais vous partager aujourd'hui et j'aimerais vous inviter à prendre un petit moment d'introspection et vous poser la question par rapport à vos fondations sur ces 3 questions. Où est-ce que vous vous situez? Et en fait, j'ai construit une petite échelle pour que vous puissiez vous situer. À la fin, vous allez voir quels sont les points peut-être sur lesquels vous avez tout intérêt à mettre des efforts et à retravailler. La première question que j'ai envie de vous poser, alors peut-être prenez des notes, un petit carnet, un stylo, ou vous notez sur votre téléphone, votre ordinateur. Première question, à quel point votre vision du succès est-elle claire et alignée? Donc quand je dis vision du succès, c'est-à-dire vous savez ce que vous avez envie de construire à 2, 3 ans. C'est clair, vous savez que votre journée idéale, elle ressemble à ça. Euh, mais est-ce que c'est posé quelque part? Et est-ce que vous la savez pas du tout? Donc ça vaut 1 point. Vous la savez moyennement, ça vaut 3 points. Vous êtes totalement clair et aligné avec cette vision du succès. Est-ce que peut-être vous n'êtes pas posé la question, peut-être c'est très clair pour vous. Et voilà, mettez-vous une note là-dessus sur 1 à 5. La deuxième question, concernant votre positionnement, est-ce que votre positionnement est-il précis et différenciant? Donc positionnement, c'est, vous savez à qui vous parlez, votre approche unique pour résoudre votre problème. Si vous êtes très flou ou c'est générique pour vous, vous mettez 1. Si c'est assez clair mais manque d'impact, parce que vous voyez que bah, il n'y a pas beaucoup de résultats, vous n'avez pas beaucoup de réponses, vous mettez 3. Si c'est précis, unique et ça attire des clients et que j'ai pas de problème pour attirer des clients, vous mettez 5. Et la dernière question, votre offre est-elle claire et irrésistible pour vos clients? 1, pas du tout impactante. C'est-à-dire qu'en fait, ça, j'ai pas beaucoup de clients, ça répond pas, ça donne pas envie. 3, vous mettez moyennement adapté. J'ai l'impression qu'il y a des choses bien, mais d'autres choses où c'est pas, voilà, il y a encore du boulot là-dessus. 5, irrésistible et aligné avec leurs besoins. Vous sentez que vous n'avez pas de problème, les gens achètent, ils vous disent, ah ben elle est géniale ton offre, j'ai envie d'y aller. Simplement faites une petite auto-évaluation sur vos fondations et mettez-vous une note sur le pilier 1
de 15. Et peut-être partagez-moi, par curiosité, à combien est-ce que vous êtes sur 15? Ça permet de voir un petit peu aussi les sujets sur lesquels on pourra appuyer un petit peu dans la présentation. Si vous pouvez partager dans le chat, que j'ai un aperçu. 9. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a des points peut-être qui sont plus challengeants que d'autres? Positionnement, offre, vision du succès. Ok. Ok. Donc il y a des choses qui sont claires, d'autres un peu moins. Ok. Merci pour vos partages. Ça me permet de voir un petit peu de votre côté comment vous êtes. Avant qu'on passe au pilier 2, promouvoir et vendre. Alors ça, c'est le gros pilier. C'est le gros pilier. C'est souvent celui qui est le plus challengeant, je pense, chez les coachs et les accompagnants. Souvent, on a une vision très claire de ce qu'on veut pas, et qui on a travaillé, mais souvent, ce qui bloque, c'est l'aspect création de clientèle. Comment est-ce que je développe mon chiffre d'affaires? Et mon intention, c'est de vous aider à y voir plus clair, parce que c'est pas évident d'y voir clair, tellement on est bombardé de méthodes miracles, de hacks, de nouvelles tendances, etc. Et le but, c'est qu'on essaie de prendre un peu de hauteur par rapport à ça. Déjà, la première chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est que si vous êtes coach, si vous êtes accompagnant, vous êtes coach et accompagnant, mais vous êtes aussi entrepreneur. Et que c'est important d'intégrer ça. Et souvent, j'ai croisé des coachs, des thérapeutes, des accompagnants qui ne voulaient pas mettre cette casquette entrepreneuriale parce que non, ça me fait chier de faire du marketing, non, la vente. Mais si vous voulez vraiment construire une activité à long terme, avoir de l'impact dans la vie des gens, vous avez besoin d'intégrer cette casquette d'entrepreneur. Et pour moi, la réussite d'un coach, elle va dépendre de vous, votre expertise, métier en tant qu'accompagnant, mais aussi elle dépend de votre capacité à vendre, à être capable d'endosser cette casquette entrepreneuriale où vous avez, pour être un coach, un accompagnant, vous avez besoin d'avoir des clients. Et pour avoir des clients, vous avez besoin d'apprendre à vendre, à faire du marketing, développer vos compétences business. Donc, c'est essentiel. C'est essentiel. C'est pas, ah oui, il faudra peut-être que je le fasse. Non, ça doit être une priorité autant que développer votre expertise. Et les pièges, moi, que j'ai vus souvent, alors, c'est des pièges dans lesquels moi je suis tombé, les pièges que je vois avec mes clients, avec des gens que j'ai pu croiser, les différents pièges qui reviennent souvent par rapport à la vente et au développement de chiffre d'affaires, c'est, premier piège, c'est d'être dans une posture passive et attendre que les clients arrivent. Euh, Dit comme ça peut paraître évident, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas simplement en allant mettre un flyer dans un Biocop, pas simplement en allant distribuer des flyers dans des boîtes aux lettres, pas en faisant 3 posts sur les réseaux sociaux de temps en temps, qu'en fait on est maître de la création de clientèle. Là, on est dans une posture où on espère que les gens vont venir par miracle à nous. Et on n'a pas vraiment de contrôle sur ce qui va se passer. Et on verra comment est-ce qu'on peut faire justement pour avoir du contrôle. Euh, Moi, typiquement, quand je me suis lancé il y a quelques années, notamment que je faisais du coaching respiration, je misais tout, et ça c'est le deuxième point, sur la création de contenu. LinkedIn, énormément de posts, parce que c'était mon métier d'avant. Mais par contre, j'étais incapable, je ne le faisais pas, d'aller parler aux gens, d'aller avoir des conversations, et on verra en quoi c'est essentiel. Et à partir du moment où j'ai intégré que
La création de contenu, c'est pas une finalité en soi, c'est qu'un prétexte pour créer des conversations avec des prospects. Tout a changé pour moi. Et je vais vous expliquer le piège, parce que je vois beaucoup de gens aujourd'hui, c'est très tendance. Tout le monde vous dit, il faut partager sur les réseaux sociaux, il faut faire son personal branding, etc. Moi, je vous encourage à le faire, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que vous vous cachez derrière des posts, etc. Mais en tant que coach accompagnant, les gens ont besoin d'avoir une conversation avec vous, de voir quel est l'impact de travailler avec vous. Et c'est ça vraiment qui va vous faire passer dans une autre dimension. Et on verra comment. Un autre piège que je vois souvent, c'est rejeter la vente en bloc et le voir comme une corvée. Alors, la plupart des gens, bon, ils acceptent qu'il faut vendre, ils le comprennent, mais quand ils vendent, c'est ah putain, il faut que j'aille vendre. Ah là, j'ai un appel de vente, déjà ça me fatigue. Ah. Et à partir du moment où vous comprenez, on verra comment ce que c'est la vente et comment vendre de façon éthique et humaine, et comment est-ce que vous allez voir comment est-ce que vous allez pouvoir prendre du plaisir à le faire, et que c'est pas si différent que ce que vous faites en coaching, en accompagnement. Et c'est essentiel que vous l'intégrez comme quelque chose qui est plaisant à faire. S'il n'y a pas de plaisir, ça va être une corvée, vous allez arrêter et vous allez tout le temps être bloqué dans le développement de votre activité. L'autre piège que je vois souvent, c'est de surcomplexifier votre tunnel de vente. Parce que vous copiez ce qui a l'air de marcher chez un tel, parce qu'il l'a dit sur LinkedIn, sauf que peut-être un tel, ça fait 5 ans qu'il a développé son entreprise, qu'il bosse avec des freelances, peut-être qu'il a déjà des compétences développées autour de ça, peut-être que vous, en fait, ça vous correspond pas du tout de faire des tunnels de vente comme ça. Et vous allez voir, je pense vraiment qu'en tant que coach accompagnant, vous avez besoin d'avoir un tunnel de vente le plus simple possible. Parce que vous êtes tout seul la plupart du temps. Éventuellement, vous allez vous faire aider par des freelances plus tard, mais vous êtes tout seul, donc vous ne pouvez pas recopier des modèles de personnes qui sont 10 personnes, et qui sont beaucoup plus avancées et qui ont des expertises que vous n'avez pas. Et le dernier piège que je vois souvent, c'est je poste sur les réseaux sociaux sans avoir de stratégie. Ah ok, je poste ça, ça, ça. Ok, je fais mes 3 posts semaine, ça part un peu dans tous les sens, mais je réfléchis pas vraiment à quel est le message que je veux faire passer, c'est quoi mes piliers de contenu, qu'est-ce que je veux amener dans la réflexion de mes clients. Euh, Vraiment, en fait, c'est vrai, juste qu'on n'a pas réfléchi à ça et on pense juste que poster, ça suffit. Non, ça suffit pas. Vous avez besoin d'avoir une stratégie spécifique et on en parlera tout à l'heure. Et moi, j'aime bien résumer, j'ai essayé de mettre un maximum de métaphores aussi dans cette masterclass pour vous faire comprendre et avoir des insights. Parce que c'est vraiment là où il y a des changements plus profonds, c'est que vous compreniez quelque chose et que vous avez une perception différente d'un sujet. Et pour moi, aujourd'hui, la vente de développement de chiffre d'affaires, elle se résume très bien avec cette phrase, semer aujourd'hui avec patience pour récolter demain avec abondance. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça? Quand vous postez sur les réseaux, quand vous allez avoir une conversation avec un prospect, quand vous allez démarcher quelqu'un, vous allez semer des graines. Et ces graines, elles vont pousser progressivement. Et la période de pousse, elle met plus ou moins du temps. Et au bout d'un moment, votre graine va se transformer en arbre. Cet arbre va mûrir, il va avoir des fruits. Certains fruits vont commencer à être matures. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir cueillir les fruits. Et dans cette phrase, ce qui est important, c'est de comprendre que aujourd'hui, on vous vend tous des résultats rapides. On vous vend tous que en 2 mois, vous allez gagner 10 000 € par mois, que c'est facile, tout peut être automatisé, vous n'avez rien à faire. Mais à force d'entendre des messages comme ça, on devient plus du tout lucide sur la réalité du business. C'est qu'un business, ça se construit sur du temps long. La plupart du temps, c'est pas sexy, mais ça met 1 ou 2 ans à se créer un business, pour commencer à avoir une stabilité, comprendre ce qu'on fait, etc. Et que c'est normal, vraiment c'est normal. Tous les entrepreneurs mettent 1, 2 ans à créer le business et qu'on a besoin du temps. Et les efforts que vous faites aujourd'hui,
vous aurez sans doute peut-être les bénéfices dans 3 mois. Je vous prends un exemple. Euh, Prenons l'exemple de Nicolas dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nicolas, je l'ai contacté sur Instagram, on a eu un premier échange, je lui ai apporté de la valeur. Il m'a dit, Boris, j'ai pas l'argent pour me faire accompagner en ce moment, ça m'intéresse. Mais c'est pas le moment. J'ai repris contact 2 mois après, il m'a dit, c'est toujours pas le moment, mais on reste en contact. 2 mois après, je l'ai recontacté pour prendre de ses nouvelles. Il m'a dit, Boris, là, c'est le moment, j'ai trouvé l'argent et on y va. Ça a mis 4 mois. Mais la graine avait suffisamment poussé, l'arbre avait maturé, le fruit était mature, je suis allé l'attraper. Et si vous voyez le business de cette façon-là, sur du temps moyen, long, vous comprenez qu'il faut prendre le temps et qu'il faut avoir confiance dans le processus. Et que toutes les conversations que vous avez, c'est d'abord des relations et que ça prend du temps, ça s'entretient, etc. Et que des fois, c'est pas le moment. Et cette pyramide, moi, quand je l'ai découvert, elle m'a beaucoup aidé à changer ma mentalité par rapport à mes efforts marketing, ce que je faisais en prospection. C'est l'échelle du niveau de conscience de vos clients. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette échelle? Ça veut dire que sur 100% de vos prospects, il y a 3% des gens qui sont prêts à acheter maintenant, tout de suite. La plupart des gens se battent pour ces 3%. Et c'est important d'aller chercher ces gens-là qui sont prêts tout de suite. Il y a beaucoup de monde qui se battent sur ces 3%. Le stade d'en dessous, c'est qu'il y a 17% des gens qui sont dans une phase de recherche de solution. Donc ils cherchent une solution par rapport à leur problématique. Et ils regardent, ah bah tiens, je vais voir lui, d'accord, il parle comme ça, c'est ça sa méthode, ça son approche. Ok. Il y a 20% des gens qui sont pas dans une phase de recherche, qui sont, ah, je suis conscient de mon problème. Ah bah là, je me rends compte, en fait c'est vrai, je ne sais pas vendre. J'en avais pas conscience avant. Il y a 20% des gens qui sont dans cette phase. Mais il faut comprendre qu'il y a 60% des gens qui ne sont pas conscients du tout de leurs problèmes. Parce que le niveau de conscience n'est pas encore assez élevé. Et ce que ça veut dire, c'est que les gens passent du niveau bas de la pyramide, de non conscient du problème à conscient du problème, à recherche de solutions, après acheter. Et selon les personnes, ça peut prendre plus ou moins du temps. Il y en a, ça va prendre quelques semaines de passer de non conscient du problème après acheter. Il y en a d'autres, ça peut prendre des mois, d'autres des années. Et votre objectif, c'est dans votre stratégie que vous alliez chercher les gens qui sont prêts à acheter, évidemment, mais les gens qui sont aussi en recherche de solutions et qui convertiront peut-être plus tard, et que vous soyez toujours là pour leur dire, eh ben, quand tu seras prêt, j'existe et j'ai pensé à toi, et tiens, voilà une ressource qui pourrait t'aider. Mais aussi les gens qui sont conscients de leurs problèmes. Typiquement, les réseaux sociaux, ça aide à monter en conscience. C'est pour ça que j'aime bien proposer des posts pour faire des clics. Quand les gens lisent, ils se disent, ah, pas juste des tips, 5 conseils pour mieux manger et perdre du poids. Ok, vu revu, mais peut-être faire changer de paradigme la personne quand elle se lit, quand elle lit le post, elle se dit, ah, ok, le régime, c'est pas, en fait, c'est un faux problème. D'accord. Pourquoi? Ok, c'est intéressant. Donc c'est votre objectif aussi de toucher les gens dans des échelles plus bas de la pyramide et pas être seulement sur les prêts à acheter tout de suite. Et je vais vous expliquer, moi, la stratégie que j'ai personnellement et que j'encourage tous mes clients à avoir pour développer leur business de façon simple, efficace et prédictible. Et le mot prédictible, il est ultra important. C'est-à-dire que vous avez le contrôle et que vous êtes pleinement maître de vos résultats. Et pour moi, mon système, je le veux simple et il se résume en 3 piliers. Un, se rendre visible. Deux, créer des conversations. Trois, vendre. Basique, simple, mais il ne faut pas chercher compliqué. Je vais vous expliquer les 3 étapes. On va passer d'abord un peu de temps sur se rendre visible. Donc se rendre visible, ça veut dire quoi? Ça veut dire les gens me découvrent, les gens me connaissent,
Ok, on passe de on me connaît pas à on me connaît. J'existe, je suis là. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire de simple en tant que coach accompagnant pour se rendre visible? Le premier, qui est pour moi essentiel, mais trop peu utilisé, c'est utiliser votre réseau d'avant, mais de façon stratégique. Parce que parmi votre réseau d'avant, vous avez des gens qui vous font déjà confiance parce qu'ils vous connaissent. Et c'est beaucoup plus simple de trouver des clients et des prescripteurs chez des gens qui vous font déjà confiance. Et pour ça, ce que j'aime bien faire personnellement, ce que j'aime bien faire à mes clients, c'est en fait avoir une stratégie où je vais lister toutes les personnes qui peuvent être des clients potentiels, des prospects ou des prescripteurs. Je vais faire une liste sur un document, sur un tableur. Et conversation après conversation, je vais reprendre contact, prendre des nouvelles. Je vais pas leur vendre en frontal quelque chose, prendre des nouvelles. Ah bah comment ça se passe? Comment ça se passe dans l'entreprise? Ah ok, quels sont les challenges qu'il y a peut-être en ce moment? Et essayer de tâter le terrain pour voir si cette personne peut avoir un besoin. Et dans la conversation, on vous demandera sûrement, et toi, comment ça se passe en ce moment? Ah bah là, j'ai lancé mon activité, ou ça fait 2 ans, ça se passe bien. Je suis en train de chercher à accompagner des gens qui font ça, problématique. Euh, D'ailleurs, si tu connais quelqu'un dans ton réseau qui a cette problématique, bah, n'hésite pas à en parler. Ah bah tiens, c'est vrai que moi, pas personnellement, mais j'ai ma sœur qui a ça, ça pourrait peut-être l'intéresser. Premier scénario. Ou deuxième scénario, ah bah c'est vrai que tu me dis ça, mais moi c'est vrai que j'ai ce problème depuis un petit moment. Moi ça peut m'intéresser si tu veux m'en dire un peu plus sur ce que tu fais. Donc avoir une approche où vous prenez le temps, conversation après conversation, créez du lien, intéressez-vous à la personne, parlez de ce que vous faites et expliquez quelles sont les personnes que vous aidez, que vous accompagnez. Et là, vous êtes en train de semer des graines. On reprend cette image de l'arbre, on vous semez des graines. Peut-être que ça a donné quelque chose tout de suite, peut-être que ça donnera quelque chose dans 3 mois, parce que la personne avec qui vous avez eu l'échange, ah, ça va maturer. Peut-être qu'elle verra un passer un post LinkedIn. Ah, d'accord, ok, ça, c'est intéressant ce qu'elle fait. Vous allez faire augmenter son niveau de conscience du problème. Donc ça, c'est la première chose. Je résume un peu brièvement la stratégie, mais c'est la première chose qui est sous-utilisée, vraiment. Et on a tous un réseau pro, perso, associatif, je ne sais pas, on a tous un réseau. La deuxième façon de se rendre visible, évident, c'est aujourd'hui les réseaux sociaux. Le problème, c'est qu'avec les réseaux sociaux, ça peut partir dans tous les sens. Et moi, la stratégie que j'encourage à avoir sur les réseaux sociaux est la suivante. C'est résumé, bien évidemment. C'est déjà vous focaliser sur un réseau social. Moi, j'aime bien LinkedIn, Instagram, éventuellement Facebook, parce que c'est un réseau dans lequel vous pouvez ajouter des gens, vous pouvez envoyer des messages privés, avoir des conversations. Et c'est un réseau social qui est assez simple à maîtriser au début. Et pourquoi un réseau social? Parce que les codes sont différents et vous avez besoin de vous focaliser pour devenir bon sur le réseau. Vous avez besoin de pas trop vous disperser sur trop de réseaux, surtout au début si vous n'avez pas l'habitude. Vous allez publier plusieurs fois par semaine avec, et c'est une vraie stratégie. Et moi, la stratégie que j'aime bien avoir, c'est vous définissiez sur votre positionnement unique les 3 points qui vous différencient de tous les autres, tous vos autres concurrents, et vous parlez, vous faites des posts autour de ça, de ces 3 piliers. Et votre objectif, c'est de créer des déclics. C'est pas de partager des conseils. Et ça, je vois, c'est 90% des gens partagent des conseils, mais votre but, c'est de créer des déclics. Que les gens, en lisant votre post, ça leur retourne le cerveau, ils se disent, en fait, j'avais jamais compris que, en fait, cette problématique, je la voyais totalement à l'envers. C'est comme si j'avais des lunettes vertes et je regardais le monde avec des lunettes vertes, et là, je les vois avec des lunettes jaunes. Ah,
Le but, c'est ça que vous allez chercher, ce genre de déclic chez vos clients. L'objectif aussi, en utilisant les réseaux sociaux, c'est que vous montriez trois choses. Votre expertise, montrer que vous savez ce que vous faites, et ça, vous pouvez le faire avec des chiffres, avec des, expliquer votre méthode, etc. La deuxième chose, c'est montrer vos résultats. Quels sont les résultats que vous avez eus pour vous, pour vos clients. Montrer les transformations que vous avez. Ça, c'est la deuxième chose, parce que ça augmente le niveau de confiance dans ce que vous faites. Et la troisième chose que je vous invite à faire, c'est de montrer votre personnalité. C'est ultra important parce qu'aujourd'hui, on bosse avec un coach pour son expertise, pour ses résultats, mais aussi pour sa personnalité. Parce qu'il a une vision du monde qui est similaire à la nôtre. Il porte des valeurs qui sont similaires aux nôtres. Donc montrez-vous vous-même. Et du coup, dans votre tonalité, montrez-vous singulier, authentique. Si vous utilisez un ton trop générique, sans émotion, vous utilisez peut-être trop l'IA, etc., en fait, vous allez casser cette tonalité qui vous est propre. Et le but, c'est de découvrir cette tonalité qui vous est propre, et de l'exprimer à travers vos posts. C'est ça qui va créer un effet magnétique avec les gens qui vous suivent. Si vous êtes trop froid, si c'est trop générique, vous allez être noyé dans la masse. Et le but, c'est de réussir à sortir par écrit votre tonalité qui vous est propre. Et c'est pas évident. Ça demande du travail. Et ça demande quelques aussi façons de comprendre la posture qu'on a quand on écrit. Et le dernier point, on en a parlé, mais c'est important que vous compreniez que un réseau social, on est là pour créer des relations. On n'est pas seulement là pour créer du contenu et rien faire derrière. C'est un réseau social, ça me sert à me rendre visible. Mais derrière, je veux aussi aller créer des relations avec des prospects, des prescripteurs. Et pour ça, je suis proactif. J'attends pas simplement que les gens viennent à moi. C'est simple, mais des fois, on a juste besoin d'avoir une vision simple et de s'engager avec intensité et avec une certaine profondeur pour avoir des résultats. C'est ce qui compte. Le deuxième pilier de mon modèle pour développer votre chiffre d'affaires, c'est de créer des conversations. J'en ai déjà parlé et on va voir en profondeur qu'est-ce que ça veut dire. Il faut que vous compreniez une chose, c'est que en tant que accompagnant, en tant que coach, la règle d'or, c'est que vous devez remplir votre agenda de conversation. Et au plus vous remplissez de conversations, plus votre business va décoller. Il y a une corrélation directe. Au plus vous discutez avec des gens, vous leur apportez de la valeur, vous parlez de ce que vous faites, vous les aidez dans l'avancement de leurs problèmes, au plus vous allez avoir des prospects qualifiés, au plus des prospects qualifiés se transforment en signature client. Point barre. Et c'est important de mesurer chaque semaine le nombre de conversations que vous avez avec des prospects. Pour ça, pour voir si on est sur la bonne voie. Ah bah si ça fait 2 mois que j'ai rien signé, mais j'ai parlé à zéro prospect, c'est juste normal en fait. Alors que si durant le mois, chaque semaine, j'ai eu 15 conversations avec des prospects, j'en ai eu 3 avec qui j'ai eu un appel. Ok, je maîtrise le truc. Bon, là c'est bien, je suis sur la bonne voie, j'en ai signé un. Je vois que j'ai un taux de conversion sur 3, 1, d'accord. Euh, donc ça veut dire qu'il faut que si je veux continuer sur cette voie, il faut que je fasse la même chose chaque mois. Et là, si ça fait 2 semaines, j'ai rien signé, mais j'ai parlé à personne de nouveau, mais en fait, il se passera rien. Et c'est important de comprendre ça. Et moi, je me suis pris ça en pleine face il y a quelques mois. L'année dernière, je me suis rendu compte qu'en fait, si j'attendais juste que les gens viennent à moi en faisant des posts, il allait pas se passer grand-chose en fait. Et que les posts, c'est qu'un prétexte pour aller ouvrir des conversations. Et on va voir comment. Alors, moi, il y a 3 stratégies que je vous recommande qui sont efficaces pour avoir des conversations. C'est un, discuter en message privé, pardon, avec ceux qui ont interagi avec mon contenu.
sur LinkedIn, Instagram, qui ont suivi mon compte, qui ont visité mon profil. Et mon objectif, c'est d'aller discuter, ouvrir l'échange avec ces personnes-là. Exemple typique de message que vous pouvez envoyer. Salut Aurélie, j'ai vu que tu as liké mon dernier post qui parlait de ça. Je suis allé voir ton profil, j'ai trouvé ton parcours ultra intéressant et faites un commentaire sincère, hein, vous n'inventez rien. C'est vraiment sincère, vous vous intéressez à la personne, posez une question pertinente et demandez par exemple, ah bah voilà, qu'est-ce qui t'a plu dans le post que j'ai partagé? Donc vous brisez la glace, vous ouvrez un échange et l'objectif de la conversation va être de discuter avec la personne, essayer de voir si vous pouvez aider cette personne, si elle répond aux critères des gens que vous accompagnez, et si ça fait sens, et que vous voyez que cette personne a besoin d'aide et que vous pouvez l'aider, je vous invite à proposer un coaching découverte avec cette personne et de lui apporter un maximum de valeur, qu'elle se rappelle de vous parce que vous lui avez apporté énormément de clarté, plein de valeur. Certains vont signer tout de suite, ont envie de bosser avec vous, certains vont peut-être signer plus tard, certains pas, mais ils parleront de vous à d'autres personnes. Ça, c'est la première stratégie. Une autre stratégie que j'aime bien aussi, moi je l'ai faite avec mon podcast, c'est créer un projet pour rencontrer vos futurs clients. Euh, Imaginons que vous avez envie de bosser avec des dirigeants de start-up, mais vous n'avez pas vraiment accès à ce réseau-là. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ah bah tiens, je pourrais faire un podcast pour aller interviewer des dirigeants de start-up. Ah bah tiens, je pourrais faire une étude de cas sur l'impact de l'hypercroissance en start-up néfaste pour les employés et aller demander à des dirigeants de start-up de participer à l'étude. Bah tiens, je pourrais faire un événement gratuit. Ah bah une masterclass en présentiel ou en ligne euh, pour aider les dirigeants de start-up par rapport à ce que je propose. Donc ça, c'est une façon de faire aussi qui marche très bien. C'est aller à la rencontre de vos prospects idéaux, de vos clients idéaux, si vous n'avez pas l'accès à ce réseau-là. Et ça marche très bien. Mais proposez-leur quelque chose qu'ils ne peuvent pas refuser. Une invitation de podcast, moi qui ai fait du podcast, j'ai 90% de taux de réponse positif sur le podcast. Récemment, là, je lance ce soir un club d'entrepreneurs avec des dirigeants de start-up sur Aix-en-Provence où j'habite, parce que je voulais rencontrer des dirigeants de start-up. Je leur ai proposé un club avec des rendez-vous mensuels où on a l'e-sport, développement entrepreneurial, etc. Je suis allé sur LinkedIn, j'ai regardé des profils qui m'inspiraient, je leur ai envoyé un message, ça te dit qu'on s'en parle de ce projet-là. J'ai eu pareil 90% de taux de réponse positif. C'est pas des gens qui sont des clients tout de suite, mais je sais qu'à long terme, sans doute que ça va être des clients ou des apporteurs d'affaires ou des prescripteurs. Et c'est important que vous ayez cette mentalité-là, pardon, d'aller créer votre clientèle. Vraiment, j'utilise le mot créer. Vous allez la rencontrer. Et ça peut prendre du temps. On revient sur l'image de je sème des graines. Ça grandit. Et avoir confiance dans le processus. Et la dernière stratégie qui marche pour avoir des conversations, c'est créer, activer votre réseau. On en a déjà parlé. Ah bah tiens, une ancienne collègue que vous pensez pouvoir aider dans son projet de reconversion. Aller discuter avec elle et éventuellement lui proposer un coaching découverte d'une séance. Bah tiens, de ce que tu me dis, je pense que je pourrais t'aider. Et si tu as envie qu'on aille encore plus loin, bah moi je propose des accompagnements. Je pense vraiment que ça pourrait te changer la vie. J'y crois profondément. Vraiment, les conversations, c'est ce qu'il y a de plus important en tant que coach, en tant qu'accompagnant. Et la dernière partie, c'est vendre. Gros sujet la vente. Moi, personnellement, j'étais terrorisé à l'idée de vendre. Parce que pendant 10 ans, j'ai toujours fait du marketing, je me suis toujours, entre guillemets, arrangé pour pas avoir à parler à des gens, à faire des posts sur les réseaux, à pas être dans une position où je dois vendre quelque chose. Et
Franchement, ça me faisait peur. Le seul truc, c'est que quand vous êtes coach accompagnant et que vous proposez des prix qui sont un peu élevés, en fait, vous avez besoin de faire des connexions avec des gens, discuter avec eux dans la vie réelle, sur Zoom, etc. C'est essentiel. Mais j'ai totalement déconstruit mon rapport avec la vente. Et aujourd'hui, j'ai une vision totalement différente de la vente. Et j'aimerais vous la partager aujourd'hui parce que je pense vraiment que ça peut vous aider. Et le premier point qui est essentiel, on revient à des principes, à des basiques à comprendre, c'est toute vente, avant d'être une vente, démarre par la création d'une relation. Et on l'oublie dans le monde digital, on oublie ça. Mais la base, c'est qu'une vente se fait parce que on a créé une relation et qu'il y a de la confiance. S'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de vente. C'est basique, c'est des principes. Et ça sera vrai aujourd'hui comme dans 100 ans, 200 ans, et c'était déjà vrai il y a 5 siècles. Et ça, vous voyez-les en tête. Toute vente démarre par une création d'une relation et de la confiance. Il faut que vous compreniez aussi que pour avoir de la confiance, pour qu'une relation se fasse, ça peut prendre du temps pour certains. Et il y avait une étude qui avait été partagée par un Américain, Dean Jackson, que j'avais trouvé qui était impactant, qui, moi, m'avait fait revoir tout mon modèle de création clientèle. C'est que de comprendre qu'il y a seulement 15% des personnes qui achètent dans les 90 premiers jours, mais que 85% des acheteurs attendent souvent plus de 90 jours avant d'acheter, jusqu'à plus. Et ça vous fait comprendre que l'importance de créer une relation, de relancer vos prospects après, avec qui vous avez eu un appel, leur apporter de la valeur, prendre des nouvelles, vous intéresser sincèrement à leur situation. Et en fait, ça vous fait revoir tout votre marketing, pas être seulement dans je poste, ok, je poste sur les réseaux, je poste sur les réseaux, ah bah tiens, on a fait un rendez-vous, ça n'a pas marché tout de suite, j'abandonne, suivant, mais que vous ayez vraiment tout un système où vous preniez le temps, où vous avez des relations, et que vous ayez un cercle de relations, et que vous les travaillez. Les relations, ça se travaille. C'est comme avec, je sais pas, prenons l'exemple des amis, si vous prenez plus de nouvelles, si vous n'avez pas les échanges, au bout d'un moment, on se perd, la relation, elle s'effrite. C'est pareil, et avec vos prospects, c'est la même chose. Vous avez besoin d'avoir une relation, c'est ça qui va amener une vente. Et je suis pas en train de dire que toute signature client va prendre 3 mois, c'est pas vrai. Il y a des gens qui vont, les fameux 3% signer tout de suite, mais il y en a beaucoup, ça va prendre un peu plus de temps. Et c'est normal. Et du coup, vous avez besoin de entretenir cette relation. Et plutôt que vendre, moi, ce qui m'a fait un déclic, c'était d'entendre, plutôt que de vendre, je vais donner envie d'acheter. Et déjà, ça libère un peu. Ouf, on se dit, ok, je dois pas vendre, je dois pas me vendre, je suis pas une prostituée. Je dois donner envie d'acheter. Comment est-ce qu'on donne envie d'acheter? Pour moi, la meilleure façon quand on est coach et accompagnant, c'est qu'on fait vivre l'expérience de travailler avec nous. On apporte de la valeur aux gens. Et on apporte tellement de valeur et on laisse entrevoir à quel point la vie qu'on rêve pourrait être réalisée avec cette personne, qu'on se dit, ouais, j'ai envie de... ouais, là, ce qu'on a vécu ensemble pendant 1 heure, il m'a amené tellement de clarté, je vois tellement en fait comment est-ce que je pourrais me projeter dans un nouveau monde, atteindre mes objectifs, que ça me donne envie. Et malheureusement, on a souvent l'image de la vente, vendeur de tapis, ou euh, personne qui vous vend des voitures, vous avez l'impression de vous faire manipuler. Ah ok, il faut que je vous fasse dire oui, 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 oui. Ah bah, et si vous faites pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Donc vous sortez de ces moments-là avec la boule au ventre et vous voulez éviter tout, vous voulez vraiment éviter ça. Tout sauf ça. Vous êtes coach, vous êtes accompagnant, vous n'êtes pas vendeur de voitures. Votre but, c'est que les gens bossent avec vous et qu'ils soient inspirés de bosser avec vous et pas qu'ils prennent une décision dans la peur parce que vous leur avez... Parce que souvent, moi, j'ai fait des fois des appels où je sortais de l'appel pour des formations et que la personne, le vendeur, m'avait tellement culpabilisé, m'avait tellement fait mis mal que je sortais avec une espèce de boule en ventre. Je me dis, ah, en fait, il essaye de... Ouais, il m'a pas écouté, en fait, il a juste essayé de me rabaisser pour me dire, ok, bah, la solution, elle est là, viens ici. Non, c'est pas ça que vous voulez faire. Vous voulez vraiment faire tout l'inverse.
Donner envie d'acheter, essayer d'élever les gens et leur montrer que vous les avez compris, que vous pouvez les aider à réaliser leurs rêves. C'est votre objectif. Moi, 6 principes que j'aimerais vous partager pour vendre. Évidemment, il y en a plus, mais déjà avec ces 6 principes, je pense que ça va vous aider. Le premier principe, et ça tombe bien, vous êtes coach accompagnant, généralement, vous êtes des gens qui sont plutôt bons en écoute, c'est que en vente, l'objectif, c'est que vous écoutez plus que vous ne parlez. Et on s'imagine souvent, moi j'étais le premier, que je devais plus parler de ce que je fais, parler de mes offres. La réalité, c'est que vous devez plus écouter que parler, comme ce que vous faites en coaching, en accompagnement. Poser des questions, vous intéresser à la personne. Ça, c'est la première chose. Vous allez voir que les appels de vente, écoutez plus, laissez des silences, ça va se passer beaucoup mieux déjà. Et les personnes vont vous dire leurs problèmes, comment vous pouvez les aider. Le deuxième principe que j'ai envie de vous partager, c'est de donner envie d'acheter versus vendre. Ça vous change de posture aussi. Vous n'êtes pas en train de manipuler la personne. Ah, il faut que je lui vende quelque chose. Non, vous donnez envie d'acheter si elle a envie. C'est une personne consentante. Vous n'avez pas forcé une vente. Troisième principe, moi, qui m'a beaucoup aidé, c'est de poser un cadre. Comme quand vous faites du coaching, un accompagnement, c'est de poser un cadre, expliquer à la personne qu'est-ce qui va se passer. Souvent, ce que j'aime bien faire, c'est un icebreaker. On discute, on brise la glace. Dans cet appel, le but, c'est que je vais vous aider à y voir plus clair. Euh, c'est aussi une façon pour moi de voir si je peux vous aider. Euh, si je peux vous aider, j'ai envie de travailler avec vous, je vous parlerai de ce que je fais. Sinon, je vous recommanderai quelqu'un ou une ressource. Et puis après, vous essayez de comprendre les problématiques de la personne, vous essayez de comprendre ses objectifs, qu'est-ce qu'elle a déjà fait par le passé, et vous allez derrière expliquer ce que vous pouvez faire ensemble et proposer un plan d'action. On va faire ça ensemble. Un, 2, 3. Voici comment est-ce que on pourra faire et voici mes offres. Voici les transformations que j'ai avec des clients qui ont des problématiques similaires. Je vous grossis le trait, mais c'est un peu l'idée, c'est de poser un cadre. L'autre point qui, moi, m'a vraiment aidé, c'est de comprendre que c'est important de ne pas avoir des intentions cachées quand vous allez en appel de vente. Si vous arrivez en appel de vente et vous voulez vendre à tout prix, vous allez être dans une posture de demande. Et ça va se ressentir. Vous êtes ce qu'on dit en anglais needy. Vous voulez pas ça. Le but, c'est d'inverser les rôles. C'est presque, en fait, ça soit, la personne a envie de bosser avec vous plus que vous allez, ah non, je veux, s'il vous plaît, travailler avec moi. Ah, je peux vous faire ça. Non. C'est un peu comme si vous avez quelqu'un qui vous court après et qui vous vendre à tout prix, vous allez avoir un effet repoussoir. Et en vente, on veut pas ça. Et si vous devez vendre parce que euh, vous avez besoin de payer des factures. Peut-être que des fois, en fait, en attendant, si on est vraiment insécure financièrement, des fois, ça vaut le coup de prendre un travail à côté. Je suis un peu cash là-dessus, mais si on est tellement insécure qu'on doit à tout prix vendre à tout le monde, on va vibrer une énergie de manque et c'est tout sauf attirant. Et parfois, on a juste besoin de se dire, OK, peut-être que si j'ai trop besoin de vendre à tout prix, peut-être que j'ai besoin d'avoir un petit peu d'oxygène avec un travail à côté, quelques heures juste pour pouvoir arriver en vente et me dire, OK, j'ai le temps, j'ai pas besoin de vendre à cette personne. Et du coup, ça m'amène au point suivant, vous pouvez accepter le non, vous êtes détaché du résultat. Au plus vous êtes détaché du résultat, au plus vous allez vendre aisément. Le oui vit au pays du non. Au plus vous allez avoir de non, au plus vous allez avoir de oui. Et le dernier point, vendez avec compassion. Je m'explique par rapport à ça. Un conseil que je vous donne, quand vous avez quelqu'un en face de vous, dites-vous bien que vous avez un humain. Pensez à quelqu'un que vous chérissez profondément et que vous voudrez avoir le meilleur pour cette personne. Ça peut être un cousin, ça peut être votre frère, peu importe. Et imaginez que c'est votre frère en face de vous. Et votre objectif durant cet appel de vente, c'est que cette personne prenne la meilleure décision pour elle. Et si vous êtes dans cette posture-là avec vos prospects, en fait, ça va se sentir, on aura envie de bosser avec vous. Et peut-être que cette personne
Elle aura peut-être pas envie de bosser avec vous. Elle prendra une autre décision, mais c'était peut-être la meilleure décision qui était juste pour elle. Donc c'est important que vous ayez cette posture-là. Vous êtes coach, vous êtes accompagnant. Et c'est important d'avoir cette dimension-là quand vous vendez. Acceptez que certaines personnes, en fait, ne sont pas faites pour bosser avec vous. Et n'hésitez pas, certaines personnes, si vous ne les sentez pas, ne bossez pas avec eux, hein. Même si vous avez besoin d'argent, souvent, c'est un nid en merde. Si vous sentez la personne qu'elle n'est pas motivée, ça ne va pas le faire, bossez pas avec. Suivez votre intuition. Là, je voulais juste donner un témoignage de Cindy, euh, avec qui on a bossé là ces derniers mois. Alors, Sid, pour mettre du contexte, ça fait 3 4 ans qu'elle a son programme d'accompagnement. Elle accompagne les gens en coaching sportif avec les réflexes archaïques et elle a un programme d'accompagnement business pour d'autres coachs sportifs qui veulent démarrer leur activité. Et elle faisait déjà 50 000 euros à l'année. Donc elle avait déjà des bonnes bases. Elle avait déjà une présence sur les réseaux et, et elle est venue me voir parce que elle voulait remplir son mentorat, c'est son programme collectif à l'année. Et elle savait pas comment remplir. Elle avait une deadline. Elle se sentait insécure par rapport à remplir. Et avec Sid, simplement le fait d'avoir mis en place dans son processus des appels de vente, chose qu'elle ne faisait pas avant. Avant, elle le vendait tout via une landing page où les gens payaient directement. En fait, en même pas un mois, elle a rempli sa cohorte pour son mentorat. Parce qu'en fait, elle est passée de les gens achètent juste parce qu'ils voient passer des posts sur les réseaux sociaux à je prends 30 45 minutes à discuter avec les gens. Et je crois qu'elle avait presque 80% de taux de closing, entre guillemets, quand elle avait les gens au téléphone. Simplement en mettant en place les appels. Et avant, elle ne le faisait pas parce qu'elle ne voulait pas le faire. Elle s'est rendue compte de la puissance de passer du temps avec les gens, leur amener déjà de la valeur et leur donner envie d'acheter. J'aimerais maintenant que vous vous posiez sur ce pilier 2 et que vous vous mettiez une petite note pour voir comment est-ce que vous vous situez sur cet aspect création de clientèle et développement de revenus. Première question, est-ce que votre stratégie pour attirer vos clients est-elle simple et efficace? 1, inexistante ou inefficace. 3, assez efficace mais irrégulière. 5, très claire et fonctionne régulièrement. Donc 5, c'est-à-dire que vous n'avez pas de problème à ce niveau-là, vous avez des clients, vous gagnez bien votre vie. 3, c'est en dents de scie. 1, c'est le néant. Deuxième question, êtes-vous à l'aise avec la vente? Un point, je déteste vendre, c'est un frein. Ça vous met une boule au ventre, ça vous met mal. 3, j'arrive à vendre, mais avec difficulté, ça va, mais peut mieux faire, je ne prends pas vraiment de plaisir. 5, j'aime vendre car ça me permet d'aider. Vous avez compris que c'est pareil, coacher, vendre, accompagner, c'est presque la même chose en fait. Donnez-vous une petite note. Et dernière question, votre communication génère-t-elle des opportunités business? Un, pas du tout, c'est pas du tout engageant, j'ai pas de retour, j'ai peut-être quelques likes, mais j'ai jamais de gens qui viennent me contacter pour bosser avec moi. 3, elle engage parfois, mais c'est pas vraiment régulier. C'est un peu du hasard. 5, c'est très engageant. Et j'ai souvent des prospects qui viennent suite à ma communication, qui me disent, ah bah ton poste là, ça m'a donné envie de prendre un rendez-vous. Mettez-vous une note. Comment est-ce que vous vous situez sur 15? Je vois un petit peu ce pilier par rapport au précédent. Et 7. Généralement, je sais que c'est un sujet qui est toujours un peu plus difficile, surtout chez les coachs thérapeutes. 5. Ok. Ok, ok. Le dernier pilier que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on construit un succès durable.
On a vu comment poser des fondations, on a vu comment développer son business. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on pérennise son business sur du temps long. Et là, on va aborder plus des points pour caricaturer qu'on peut appeler mindset, même si j'aime pas trop ce terme, parce que c'est un peu fourre-tout, ça veut rien dire, tout le monde l'emploie. Mais c'est comment est-ce que vous abordez la création de business, comment est-ce que vous abordez l'entrepreneuriat. Et moi, en presque 7 ans en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose que j'ai appris sur le terrain, quelque chose sur lequel bah, je me suis pris pas mal de murs aussi. J'ai beaucoup d'apprentissage et j'aimerais vous partager en fait quelques grands principes qui vont vous aider. Mais avant ça, je vais vous parler des pièges par rapport à la création d'un business durable et s'engager sur du temps long. Souvent, les pièges, et on en a parlé, c'est de chercher des résultats immédiats et ne pas s'engager assez longtemps. Alors qu'en réalité, le business, ça prend du temps, on s'engage sur du moyen à long terme, les relations, ça prend du temps, mais à force de voir des promesses de gagner de l'argent en un moins d'un mois en faisant rien du tout, en fait, on commence à y croire, en fait, mais la réalité, ça n'existe pas, en fait, ça. Ça n'existe pas. Donc c'est important de comprendre que on a besoin de temps. Un autre challenge que je vois souvent, c'est de trop réfléchir et ne pas passer à l'action, car tout n'est pas parfait. Alors j'attends. Ah bah non, il faut que j'aille d'abord faire cette formation, parce qu'après ça va me donner ça. Tac, après non, j'attendrai après. J'attends encore un petit peu. Ah bah non, mais attends, j'attends encore parce que là, il y a un truc. Vous voyez tout ce monologue interne qu'on peut avoir des fois, une forme de perfectionniste. C'est la pire des choses. Et je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez désamorcer ça. Autre chose, c'est excès de comparaison. Aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, on se compare beaucoup. Le problème, c'est qu'à force de vous comparer, vous ne créez pas votre propre modèle de réussite, vous copiez les autres et vous vous détachez de votre alignement intérieur. Et ça, c'est vraiment un problème. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de m'inspirer de ces modèles, etc. Et en fait, je me dis, mais en fait, oh, je n'ai pas du tout envie de faire ça. Ça m'est arrivé, par exemple, quand j'ai commencé à faire du coaching respiration, je me dis, ah, ok, donc tout le monde fait du coaching respiration, c'est comme ça. Après, il faut faire une école de respiration pour former des coachs. Et j'en suis arrivé, ah non, mais j'ai pas du tout envie de faire ça, en fait. Ça marche, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. Du coup, c'est pour ça que j'ai totalement repensé mon activité. Autre point, souvent le piège, c'est de ne pas apprécier le chemin quand on construit son activité et rester seul avec ses problèmes. Ça, c'est vraiment ultra important. C'est quand on est entrepreneur, le piège, c'est que souvent, on n'a pas forcément d'autres entrepreneurs dans notre cercle. Et en fait, on se sent incompris. On pense que tout ce qu'on traverse, personne ne nous comprend ou on garde ses problèmes. Alors qu'en fait, tous les entrepreneurs ont les mêmes problèmes. Et ça, c'est vraiment important de ne pas rester seul. Je voulais vous partager 3 principes. J'en ai plein, mais j'ai essayé de garder ceux qui me semblent le plus essentiels pour avoir un succès durable. Et j'ai essayé de trouver des petites images pour vous faire comprendre, parce que c'est toujours plus parlant. J'aime bien les métaphores. Le succès durable dépend de votre capacité à savourer chaque étape du chemin malgré les challenges. Ça, vous avez déjà dû l'entendre. Mais avec l'entrepreneuriat, c'est d'autant plus vrai. On pense, on définit son plan, on pense que ça va être un tout droit. Pouf, ça va se passer exactement comme ça. J'ai décidé, j'ai ma vision, j'ai ma stratégie. Tac, c'est travaillé, boum, on va tout droit. La réalité, c'est que ça va plutôt ressembler à un jeu vidéo dans lequel vous allez devoir passer par des péripéties, des épreuves, des imprévus, des choses que vous n'aviez pas du tout prévues. Et en fait, vous avez besoin d'accepter que vous ne pouvez pas tout prévoir et que vous avez besoin d'être résilient par rapport à ce qui se passe et de vous adapter. Et si vous développez cette résilience et cette confiance dans ce que vous faites, cette vision long terme, ça va beaucoup mieux se passer. Par contre, si devant le moindre épreuve, challenge, vous remettez toute votre vie en question, ah, tout mon business, ah non, faut que je refasse tout, faut que j'arrête ça, ça marche pas, j'ai fait des posts LinkedIn, au bout d'un mois, j'ai zéro résultat, faut que j'arrête tout.
Ah, j'ai fait 2 appels de vente. Les appels de vente, Boris m'a dit qu'il fallait le faire, ça marche pas. Non, vous avez besoin en fait de faire confiance au processus et accepter qu'il y aura des challenges et que c'est OK, ça fait partie du processus. Et envisager toutes ces étapes-là avec le sourire, c'est important. Ça, c'est le premier principe. Et que pourquoi je vous partage ça aussi, c'est que dans le monde du développement personnel, je vois beaucoup trop d'accompagnants coachs, etc., qui parlent de croyances limitantes, de machin, truc. En fait, c'est juste que des fois, ça peut être difficile parce qu'on apprend quelque chose et que quand on démarre quelque chose, on démarre les appels de vente. Ouais, c'est challengeant, ah bah, c'est sûr. Je démarre le running, les premières fois que je sors faire du running, c'est challengeant. Et au plus j'y vais, au plus ça va. Ah, ok, ça devient facile, d'accord. Donc des fois, c'est justement accepter ça et que ça marche comme ça aussi pour le développement du business. Je deviens bon en faisant des posts LinkedIn. Au plus j'en fais, au plus je deviens bon. Pareil pour les appels de vente, etc. Et c'est comprendre ça et accepter que c'est normal. Et deuxième principe, moi, qui a été vraiment révélateur dans mon parcours, c'est comprendre que l'échec, c'est une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Et que on a deux façons de voir l'échec. Et en France, je trouve qu'on est beaucoup dans une façon culpabilisante de voir l'échec. Moi, le premier à l'école, c'était toujours ma hantise de redoubler. J'ai jamais redoublé, mais pour moi, c'était la pire des choses qui pouvaient arriver. Alors que dans d'autres pays, comme aux États-Unis, c'est pas très grave. C'est une façon d'apprendre. Et tout ce que vous allez faire, sans doute sur 10 choses que vous allez faire, il y en a deux qui vont marcher. Ces deux qui vont marcher, c'est bien. Des 8 autres, c'était une façon d'avancer, de comprendre des choses. Et en entrepreneuriat, au plus vous acceptez l'échec et vous le voyez comme un apprentissage et que ça vous rapproche de plus en plus de la compréhension de votre problème, de l'accompagnement de vos clients, etc., au plus ça va bien se passer. Au moins, vous allez trop réfléchir et vous allez passer du temps dans votre tête. Ah, ok, ça n'a pas marché, je remets ma vie en question, etc. Et accepter que l'échec est normal, c'est juste un apprentissage. Et le troisième point que j'adore partager, je pense que c'est un des trucs que je dis le plus en coaching collectif avec mes clients, la clarté naît de l'action, pas de la réflexion. Parfois, on n'a juste pas besoin de trop réfléchir, il faut juste y aller. Je connais pas forcément mon client idéal, j'ai du mal à savoir. Ok, je vais au contact des gens et ça va s'affiner sur le chemin, j'ai confiance. C'est la mise en mouvement qui amène de la clarté. C'est pas le fait de penser et de se perdre dans ses pensées et d'écouter son mental dire ah oui, c'est peut-être ça, ah non, c'est peut-être ça, ah oui, c'est peut-être ça. Au plus on se détache de ça et qu'on passe à l'action et qu'on a confiance dans le processus, au plus on trouve des réponses. J'aimerais que vous preniez un petit moment par rapport à ce dernier pilier, construire un succès durable, et que vous posiez, vous mettiez une note. Première question, prenez-vous du plaisir dans votre parcours entrepreneurial? Un, pas du tout. C'est stressant et frustrant. Deux, parfois, mais ce n'est pas constant. Trois, oui, je savoure pleinement chaque étape. Même les difficultés, même les échecs. Je prends du plaisir. Deux, comment gérez-vous l'échec et les défis? Je suis fréquemment paralysé ou découragé. Réponse un. Réponse 2. J'arrive à rebondir, mais avec des difficultés. Réponse 3. J'accueille l'échec comme une opportunité d'apprentissage. Mettez des réponses sincères par rapport à ça. Et 3. Votre rythme de travail est-il équilibré et durable? Pas du tout, je m'épuise, je me sens désorganisé. 3. Moyennement, j'essaye de m'équilibrer, mais je reste débordé. 5. Oui, mon rythme est aligné, durable, respectueux de mes besoins. C'est aussi important. Et donnez-vous une note sur 15 pour ce pilier-là. Et partagez-moi peut-être dans le chat pour que je vois un petit peu ce pilier. Comment est-ce que vous positionnez? 15, 9, 15, ok. Ok, donc ce pilier, visiblement, c'est plutôt bon pour vous.
OK. Et je vous invite à faire le total de votre évaluation pour voir comment est-ce que vous vous situez sur ces 3 piliers. Faire un total, ça fait un total sur 45. Comment vous vous situez? Partagez dans le chat pour voir un petit peu, juste voir une tendance. OK. 31, Vincent. 33. OK. 18. Voilà, OK. 20. OK. Cette auto-évaluation, elle vous permet de voir un peu, vous pourrez revenir dessus un peu en détail, mais voir aussi les points sur lesquels vous sentez que vous devez travailler. Là, l'objectif de cette masterclass, on arrive à la fin, c'était vraiment en fait de vous faire prendre conscience de l'importance de ces 3 piliers et que vous puissiez avoir une auto-évaluation pour vous derrière. Et c'est, c'était aussi une façon pour moi de vous montrer l'approche que j'ai, euh, parce que j'ai pas souvent ce moment-là aussi long pour expliquer en détail aussi comment on décortique le business, en tout cas avec une approche qui fait sens pour moi. Donc l'objectif, c'était que vous puissiez faire vivre un peu une expérience de travailler avec moi. Et parce que c'est ce que j'incarne et c'est ce que je vous ai dit de faire, en fait, de faire vivre l'expérience de travailler avec quelqu'un. Et si certains d'entre vous, ça a résonné avec votre vision, si ça a résonné avec votre façon de créer un business et vous vous sentez par rapport à ce que vous avez entendu, que vous avez envie d'aller faire un pas de plus avec moi, euh, je vous invite en fait à prendre un moment avec moi et on parlera peut-être de votre business. Euh, Juste en 2 mots pour expliquer ce que je fais. Le but, c'est que je vais pas tout vous détailler, mais je propose des accompagnements pour les coachs et les thérapeutes qui veulent du coup créer un business sereinement et bien gagner leur vie en étant pleinement alignés. Et je propose en fait un accompagnement qui dure 6 mois, hybride entre du coaching individuel. On va prendre du temps pour personnaliser votre business, mais il y a aussi toute une dynamique collective, format mastermind durant 6 mois, dans lequel vous n'êtes pas seul, vous êtes avec d'autres accompagnants qui ont les mêmes problématiques. Et on a des sessions de hot seat mastermind chaque semaine, mais aussi on a ce que j'appelle des sessions de training zone pour développer ses aisances à vendre. On fait des jeux de rôle autour de la vente. On a des ateliers autour du copywriting pour apprendre à mieux communiquer. Si simplement ça fait écho pour vous, j'enverrai un petit message aussi pour prendre rendez-vous avec moi pour qu'on en discute de vive voix. Voilà, je ne vais pas en parler plus, mais comme ça au moins vous savez pour ceux que ça peut intéresser.